Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un roman qui s'intitule Les chemins de Katmandou. Il s'agit d'un roman de René Barjavel paru en 1969. Jane est perdue dans le brouillard avec sa voiture. Elle rencontre un homme qui l'amène chez lui, abuse d'elle et la relâche dans la rue. Sven est à Londres. Il loge en ce moment chez un couple de hippies. Son but est d'aller à Katmandou pour y chercher l'unique vérité. Il espère avoir l'argent pour ce voyage en vendant des images à Hyde Park. Sven et Jane se rencontrent. Monsieur Seigneur est malade, mais il pense que les médecins d'aujourd'hui seront capables de le guérir. Il fait appel à sa femme de ménage qui s'appelle Madame Murray. Cette dernière passe son temps avec son transistor et elle ramène les restes de nourriture offerts par ses patrons à son petit-fils Olivier. Quant à Madame Seigneur, elle travaille dans une boutique. Olivier ramasse un pigeon blessé. Il se rend chez son ami Patrick. Olivier rencontre la mère de Patrick, nommée Madame de Vibier, qui est en train de corriger le discours qu'elle devra prononcer le surlendemain à Stockholm. Madame de Vibier remarque que le pigeon d'Olivier est mort. Olivier s'enfuit de la maison. Olivier et Patrick sont sur une terrasse et parlent de l'événement du pigeon mort. Olivier était venu voir Patrick pour le faire changer d'avis, car Patrick doit quitter Paris afin de se rendre en Inde pour y creuser des puits. Olivier ne parvient pas à faire modifier la décision de son ami. Olivier et d'autres ont besoin de Patrick pour reconstruire les bases de la société. Olivier veut agir au lieu de se contenter de parler comme le font ses parents. Avec Sven, Jane a changé sa manière de penser et elle a adopté la vision des hippies. Jane a l'impression de renaître. Elle habite avec Sven, Karl et Brigitte dans une chambre que Karl a louée. Karl et Brigitte veulent suivre Sven à Katmandou, endroit où le hashish est en vente libre. Jane est repassée chez son père car elle avait besoin de sa signature pour faire son voyage. Tandis que Sven et Jane prennent l'avion, Karl et Brigitte se dirigent vers Katmandou à moto, puis à pied et en autostop. Des personnes d'un camion acceptent de les transporter. Karl et Brigitte sont violés et tués. Nous sommes le lundi 6 mai 1968. Il s'agit du jour que la presse va appeler le lundi rouge. Le mouvement étudiant existe depuis quelques semaines et des étudiants vont ce jour-ci manifester devant la Sorbonne. Olivier assiste à cet événement. Barjavel nous raconte des attaques et les ripostes entre le clan des étudiants et le clan des forces de l'ordre. Madame Murray s'inquiète pour son petit-fils. Pour ses 17 ans, Olivier a reçu la visite de sa mère. Elle a passé en coup de vent et a offert à son fils une pipe. Patrick, Carlo et Olivier avaient décidé de ne jamais fumer tant qu'il y aurait dans le monde des hommes que le prix d'une cigarette aurait pu empêcher de mourir de faim. Olivier tente de mettre les photos de sa mère à la poubelle, mais sa grand-mère l'en empêche. Alors que la manifestation est finie, Madame Murray n'a pas vu revenir Olivier. Elle craint qu'il lui soit arrivé quelque chose. Robert arrive pour ouvrir la boutique. Il convainc Madame Murray de ne pas demander de nouvelles au commissariat. Olivier revient le matin même. Il dit à sa grand-mère qu'il veut continuer son combat. La grand-mère s'en va travailler chez Madame Seigneur et laisse Olivier chez elle. Quand elle revient, Olivier est déjà reparti. Il ne reviendra qu'au mois de juin. La famille Klosterwein est propriétaire d'un hôtel particulier luxueux et atypique. Romain Klosterwein reçoit la visite de sa fille Mathilde. Elle veut assister à la manifestation. Romain pense qu'il est normal d'être révolutionnaire à son âge, mais il recommande de ne pas trop faire de débordements. Il dit que le mouvement a été fabriqué par lui-même et par d'autres, mais pas pour que la révolution aille jusqu'à sa réussite. Romain fait semblant d'encourager les étudiants. Mathilde lui dit qu'ils ne sont pas dupes de leur entreprise, mais qu'ils iront plus loin qu'ils ne le pensent. Mathilde lui dit sa haine avant de sortir. Après le départ de Mathilde, Romain pense que c'est le rôle de sa femme de parler à Mathilde, mais pas de lui expliquer car c'est une fille. Son but est de la soustraire de ce groupe qui pourrait lui créer des problèmes. La mère de Mathilde n'est pas en France et Romain ne parvient pas à la joindre. Romain cherche sa fille un moment avant d'abandonner. Mathilde ne reviendra que le 29 juin et elle sera changée. Elle dit qu'elle est enceinte et qu'elle va se faire avorter en Suisse. Son père n'aura plus de nouvelles d'elle jusqu'au télégramme de Katmandou. Olivier occupe avec Carlo un bureau à la Sorbonne. Il écoute des orateurs dans un amphithéâtre, mais il trouve qu'ils ne font que parler et manquent de vigueur.
Quand il entre dans le bureau, Olivier voit Mathilde en train de parler avec Carlo. Elle dit son mécontentement de ses mouvements qu'elle ne trouve pas assez énergiques. Un dimanche, les habitants de Paris viennent visiter le quartier latin. Romain n'y voit pas sa fille, ils se croisent sans se voir. Mathilde veut revoir Olivier en lui disant qu'il a tort de croire que la fac lui a appris à penser. En réalité, Olivier est parti chez sa grand-mère écœuré par les curieux. Sa grand-mère lui apprend que Monsieur Seigneur est mort. Les pompes funèbres étant en grève, ce sont les soldats qui ont emporté le corps. Mathilde rejoint un groupe actif. Le discours de Mathilde a eu une répercussion sur Olivier. Il pense qu'il ne faut plus parler, mais agir. Carlo et Olivier se rendent auprès des salariés de Renault en grève. Les ouvriers se rendent bien compte qu'ils ne sont pas traités de la même manière que les jeunes du quartier latin qui sont des enfants de bourgeois. Carlo et Olivier restent derrière la grille. Olivier a l'impression d'être aux eaux. Lors du 24 mai, Olivier frappe un policier et plusieurs policiers se déchaînent sur lui. Carlo et d'autres emportent son corps. Sven, Jane et Harold voyagent ensemble. Ils n'ont plus rien à manger. Grâce à la pluie de la veille, des fleurs se sont écloses. Harold a rencontré Sven et Jane à l'aéroport de Bombay. Il a quitté son ami Peter car Jane ne voulait pas quitter Sven. De son côté, Jane n'a jamais été aussi heureuse. Elle a des relations avec Sven et avec Harold. Car il a faim, Harold se met à mendier. Olivier continue son combat dans les rues. Le mouvement a perd de l'ampleur. Des étudiants quittent la Sorbonne tandis que d'autres qui n'ont rien à y faire y entrent. Les Parisiens trouvent que l'événement a trop duré. Les ouvriers ont eu des augmentations de salaire. Monsieur Palérac, qui est boucher, en a lui aussi assez. Il pense à l'addition. Il augmente ses prix et sa femme fait des erreurs de caisse. Olivier remarque que le mouvement va sur la fin. Il pense qu'ils auraient pu ébranler le système si les étudiants avaient eu un peu plus de temps. Les derniers occupants de la Sorbonne sont emmenés dehors par des policiers. Olivier ne sait pas ce qu'il veut devenir, il sait seulement qu'il ne veut pas revenir à la Sorbonne. Olivier et Karl vont boire un café chez Monsieur Palérac. Ce dernier est plein de rancœur envers Olivier qui ne dit rien. À force d'être agressé verbalement, Olivier s'en prend à Monsieur Palérac et casse sa boutique. Olivier est revenu chez sa grand-mère qui lui demande pourquoi il a agi ainsi. Olivier veut partir avant que la police se retrouve. Sa grand-mère lui donne ses maigres économies et elle lui recommande de lui écrire à l'adresse de Madame Seigneur. Olivier rejoint sa mère qui est en pleine séance de photographie qu'elle interrompt quand son fils vient à elle. Martine est une mannequin. Elle cache son âge qui serait néfaste pour son métier qui comporte beaucoup de concurrence. Elle n'a dit à personne qu'Olivier est son fils. Elle repense à la période post-accouchement qui lui a été difficile. Martine pense qu'Olivier pourra rentrer à Paris une fois que son histoire sera tassée. Cependant, Olivier ne veut pas revenir à Paris. Il ne peut plus vivre parmi les Parisiens et il ne peut pas mentir. Olivier veut se rendre quelque part pour devenir riche et imposer la vérité. Mars, qui est le patron et l'amant de Martine, épie Olivier et Martine. Il est jaloux car il pense qu'il y a une attirance entre eux. Olivier compte récupérer de l'argent auprès de son père. Le père d'Olivier serait à Katmandou où il organise des chasses aux tigres et aux yétis pour des milliardaires. Ce serait un homme très riche. Martine était jeune lorsqu'elle est tombée enceinte sans le vouloir. Martine s'est mariée à Jacques, puis après la naissance d'Olivier, ils ont divorcé. Son père n'a versé une pension alimentaire que durant quelques mois. Olivier estime à 30 millions le montant de la pension non versée et des arriérés. Pour rejoindre son père, Olivier veut que sa mère lui paie le voyage. Même si elle n'a pas la somme, elle pense pouvoir trouver l'argent du voyage. Mars n'a pas pu entendre leur conversation car il n'a pas réussi à régler le micro pour les entendre. Il les rejoint et il invite Olivier à une fête le soir dans sa villa. Mars possède une villa somptueuse. Sven, Jane et Harold se sont abrités derrière une hutte. Ils ont pu acheter un peu de quoi manger. Ils passent par un village déserté par les hommes car pris d'assaut par les singes. Près d'une mare, ils rencontrent un groupe de hippies. Un des leurs, qui vient de Paris, est très dubitatif sur l'amour. Ce n'est pas le cas de Sven. Martine dit à Olivier qu'il faut qu'il aille à la fête de Mars. Il s'y rend. Martine et Mars sont présents. Une fille se fait peloter par un homme aux yeux bandés. Il gagne la fille car il a deviné son prénom. Martine sépare Olivier de Soura. Martine demande à Mars 1 million de francs. Mars pense qu'Olivier est son gigolo.
Puisqu'elle ne peut pas jurer qu'Olivier n'est rien pour elle, il ne lui donne pas le million. Elle finit par le lui jurer, mais il ne sait pas si elle dit la vérité. Mars veut refaire le jeu du foulard avec Olivier, mais Martine l'en empêche. Olivier se rend compte de la crapulerie de ce milieu et il imagine ce que sa mère a dû faire pour lui. Olivier prend le foulard. Mars lui lance une fille. Olivier doit dire si elle est brune ou blonde. Olivier a la bonne réponse, mais Mars lui fait croire qu'il s'est trompé. Mars lui passe une seconde fille. Il s'agit de sa mère. Olivier ne parvient pas à la reconnaître au toucher. Elle s'évanouit. Soura la remplace. Olivier se réveille avec Soura endormie à ses côtés. Il se lève. Il entend des soupirs et il cherche à savoir d'où ils proviennent. Après avoir cherché dans la maison, il tombe sur Mars qui fait l'amour à sa mère. Olivier le frappe plusieurs fois. Olivier va se laver dans la mer, prend un des bateaux de Mars et s'en va avec. Avec le bateau, il va jusqu'en Italie, puis il fait du stop jusqu'à Rome. Dans un journal, on apprend que Mars est blessé suite à une chute dans l'escalier. Olivier s'adresse à Manzoni. Il lui dit qu'il veut intégrer les équipes et partir en Inde. Un de ses amis, Patrick de Vibier, y est allé l'année dernière. Manzoni connaît Patrick. Il lui révèle que Patrick est malade. Olivier va être envoyé là-bas pour le remplacer. Il devra y rester 2 ans. Manzoni pousse Olivier et d'autres à aller mendier de l'argent dehors pour les équipes. Olivier prend l'avion jusqu'en Inde. À l'aéroport, il rencontre Patrick qui a beaucoup changé. Olivier dit qu'il ne travaillera pas pour l'équipe, mais qu'il va aller à Katmandou. Patrick lui propose de faire un bout de chemin avec lui en jeep. La jeep passe d'abord par des quartiers riches avant d'arriver vers les plus pauvres. Olivier est touché par la misère qu'il voit. Patrick lui explique que la sécheresse a eu pour conséquence la famine. Olivier pense que son effort n'aura pas grand effet, mais Patrick lui dit le contraire. Il traverse un village de parias où les habitants doivent aller dans un autre village pour travailler. Olivier se demande pourquoi ces habitants ne se révoltent pas. Patrick et les autres aident les villageois à faire de l'agriculture et à se suffire. Olivier et Patrick parviennent à Palna. Un puits est en train d'être creusé. Olivier sent les yeux des villageois peser sur lui, car la venue d'Olivier est pour eux un espoir. Olivier souhaite partir avant que sa résolution envers son père baisse et ne le pousse à rester dans ce village. Après qu'une fillette lui ait apporté un bol d'eau, Olivier dit qu'il restera ce soir, mais qu'il partira le lendemain. Les villageois organisent une fête pour Olivier. Car il a peur de vouloir finir ici son voyage, il se lève et s'en va. Olivier fait une partie du voyage en train jusqu'au Népal, puis un trajet à pied. Il aurait pu y aller en autocar s'il n'avait pas pris les signes de tête disant non pour des non alors qu'ils signifiaient oui. Sven, Jane et Harold marchent et rencontrent Olivier qui est en train de dormir. Jane le réveille avec des fleurs et un chant. Olivier leur demande ce qu'ils sont venus chercher ici. Sven dit être ici car ce lieu rassemble tous les dieux. Olivier pense qu'ils sont surtout venus chercher le hashish. Harold fait l'amour à Jane. Olivier s'en va. Il est rejoint par ses nouveaux amis. Jane recherche à Katmandou un endroit où les gens sont libres et où les échanges sont basés sur le don et le partage. Olivier vient y chercher l'argent. Jane essaie de lui faire comprendre que l'argent ne fait pas tout. Elle-même provient d'une famille riche et connaît des difficultés. Elle pense qu'Olivier doit faire sa révolution dans sa tête. Une voiture arrive. Harold met Jane sur la route tandis que les garçons se cachent. La voiture est obligée de s'arrêter. La conductrice, qui s'appelle Laurine, les emmène dans sa voiture. Cela fait plusieurs semaines qu'elle est arrivée à Katmandou. Ils font une halte à une statue de Bouddha. Sven s'assit devant la statue, il sent une communication avec Bouddha et il lui joue de la guitare. Laurine et Harold ont une relation dans la voiture. Olivier demande si cela ne gêne pas Jane, pour qui cela n'est pas important. Olivier fait plaisir à Jane devant la statue de Bouddha. Laurine manque de percuter un camion ainsi que des personnes, car elle ignore que dans ce pays on roule de l'autre côté de la route. Jane a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti en faisant l'amour avec Olivier. Laurine conduit Olivier chez son père, Jacques Jamin. Olivier tente de convaincre Jane de venir avec lui. Elle refuse malgré le mal-être dû à la séparation. Sven prend de la poudre, Jane en veut. Olivier rencontre son père. Jacques montre son fils à Yvonne qui est la femme de Ted. Jacques fait visiter sa demeure à Olivier et il lui réserve une case. Dans la salle à manger, Jacques est en train de raconter ses exploits de chasse.
Jacques ne se rend pas compte de la tension que ressent Olivier qui ne boit pas et ne mange pas. Olivier lui réclame la pension alimentaire non versée qu'il estime à 30 millions. Jacques est déçu de la demande de son fils. Yvonne révèle que Jacques ne possède rien et ne peut pas donner l'argent à son fils. Tout appartient à son mari Ted. L'activité des safaris sert à cacher le trafic de Ted qui vend des statues volées. Olivier quitte Jacques et veut rejoindre Jane. Il fait le chemin à pied et a le cœur léger. Il se retrouve au pied de l'Himalaya. Olivier se trouve parmi une foule de gens qui entrent dans Katmandou. Il traverse la ville qui est pleine de nouveautés pour lui. Il monte à un temple. Il y interroge deux jeunes gens qui fument du hashish pour savoir s'ils ont vu Jane, Sven ou Harold. On lui conseille de se rendre à l'hôtel Himalaya pour retrouver Laurine. Olivier s'est rendu à l'hôtel, mais il n'a pas vu la voiture de Laurine. Olivier rejoint un groupe de hippies qui sont tous drogués. Aucun n'a vu Jane, Sven ou Harold. Deux Américains l'emmènent à leur hôtel. L'odeur fait sortir Olivier. Il dort sur une marche d'un temple. Olivier continue de rechercher Jane, mais sans la trouver. Au fur et à mesure, il se rend compte à quel point Jane est importante pour lui. À une table, il rencontre un Marseillais prénommé Gustave qui sait où est Jane. Monsieur Klosterwein se rend au Népal avec une de ses connaissances. Il a reçu un message disant que sa fille Mathilde est là-bas et qu'elle cherche à passer la frontière chinoise. Ils descendent à l'hôtel de Boris. Ils vont voir l'ambassadeur. On apprend que Mathilde est venue plusieurs fois à l'ambassade de Chine, mais qu'on ne la voit plus maintenant. On ne sait pas où elle est. Pour Romain, sa fille est comme lui, c'est-à-dire du côté des gens fusillés et non des fusilleurs. Ils se rendent chez les Tibétains, qui est une sorte de palais où se trouvent des hippies. L'accompagnateur de M. Klosterwein rencontre Jane, qui est appelée par Olivier. Jane, qui est amaigrie, apprend à Olivier qu'Harold est avec Laurine et que Sven est à l'hôpital car il vend son sang. Jane ne veut pas bouger de cet endroit. Quand Sven revient, il passe de la drogue à Jane qui était en manque. Olivier pense à la tirer de là. Au lieu d'aller chez Boris, Jane préfère qu'il dorme là. Olivier lui dit qu'il l'aime. Ce que les hippies cherchent dans ce pays n'est accessible qu'aux locaux. Les Occidentaux ont cette raison qui les empêche d'y accéder. Olivier pense s'enfuir de là avec Jane en gagnant de l'argent en travaillant pour Ted. Olivier et Jane refont l'amour, ils passent un moment magique. Sven est malade et tousse. Olivier fait jurer à Jane de ne plus toucher à la drogue. Olivier se réveille au petit matin et il part voir Ted avant que Jane soit réveillée. Il lui prend sa drogue. Quand Jane se réveille, elle est en manque. Lorsqu'Olivier revient, elle apprend ce qu'Olivier a fait de sa drogue et elle lui en veut. Elle veut qu'il parte. Elle lui demande de l'argent pour une nuit d'amour. Il part après l'avoir payé. Olivier rencontre Ted. Ted pense qu'il faudrait amener Jane dans une clinique en Europe. Il dit que son agence ne vole pas de statuettes, mais que c'est une agence de voyage et de safari. Ted dit ne pas avoir de travail pour Olivier. Quand Olivier retourne chez les Tibétains, il ne trouve plus Jane, mais seulement son sac. Le lendemain, Olivier retourne chez Ted. Il a volé 2 statues et les lui apporte. Ted lui reproche ce vol car ces 2 statues sont trop connues. Olivier parvient à les vendre 400 $ à Ted. Olivier est embauché. Il devra se balader avec sa caméra puis revenir sur les lieux pour voler les statues hors de Katmandou. On lui fournira une moto. Olivier va s'installer chez Boris. Boris connaît une fille d'un milliardaire qui a tenté de passer la frontière chinoise sans succès. Elle a été fusillée à la fois par une patrouille chinoise et une patrouille indienne. Son père veut ramener son corps en France. Olivier veut amener Jane chez Boris et lui faire voir un médecin de la Croix-Rouge. Quand il va la chercher, il ne la trouve pas même son sac. Olivier continue de voler des statues. Il s'en prend à des hippies qui, pour lui, sont des empoisonneurs. Olivier a besoin de marchander avec Ted car sinon il serait très mal payé pour ses vols de statues. En quittant Ted, Olivier rencontre Yvonne. Yvonne annonce à son mari qu'elle va s'en aller en Europe avec Jacques car elle veut être avec un homme qui ne trempe pas dans les magouilles. Ce départ déplaît à Ted qui lui dit que ni elle ni Jacques ne possèdent quelque chose car tout lui appartient. Jacques a voulu changer de vie après avoir vu son fils. Ted pense que cela ne durera pas car il pense que Jacques est incapable de gagner sa vie et sera très vite à court d'argent. Yvonne commence à ne plus croire à ce départ avec son amant. Un concierge remet un message à Olivier qui est arrivé il y a plusieurs jours. Sven invitait Olivier à les rejoindre, lui et Jane.
Olivier ne les retrouve pas chez les Tibétains. Olivier veut demander conseil à Yvonne, mais en route, il croise Gustave le Marseillais. Ce dernier lui apprend que Sven est mort, que son corps doit être brûlé et que Jane doit être sur le lieu de crémation. Olivier s'y rend et y trouve le corps de Sven qui va être brûlé ainsi que Jane qui a l'esprit ailleurs car elle a pris de l'héroïne. Olivier emporte Jane avec lui. Olivier est venu demander de l'aide à Yvonne. Un médecin ausculte Jane, la soigne et fait des recommandations dont celle de ne pas donner d'héroïne à Jane en dehors des heures prescrites. Pour le moment, Jane est intransportable. 3 jours plus tard, Jane reprend conscience. Elle va de mieux en mieux et Olivier projette de l'emmener à Delhi. Olivier demande 1 000 $ à Ted qui ne veut pas les lui prêter. Ted lui dit qu'un de ses clients voudrait avoir une statue de Bouddha qui comporte la dent du Bouddha. Ted et Olivier se partageraient la somme reçue. Madame Seigneur passe une lettre à Madame Murray. Olivier dit qu'il va bien et il ajoute 10 $ à changer dans une banque. Madame Seigneur ignore où se trouve Katmandou et pense que c'est en Amérique. On apprend que la mère d'Olivier est partie en Amérique après l'incident de son patron. Olivier se trouve au temple où se situe le Bouddha qu'il doit voler. La nuit, au moment de s'emparer de la statue, un singe se met à crier, ce qui fait crier d'autres singes et d'autres animaux. Olivier devra s'y reprendre plus tard. Il pense à donner au singe une banane droguée. Jane est inquiète de l'absence d'Olivier. Elle commence à s'agiter à cause du manque de drogue. Yvonne continue de croire que Jacques ne va pas l'emmener avec lui en Europe. Elle finit par croire que son mari n'est pas si mal. Jane demande une seconde piqûre, mais le médecin dit à Yvonne de résister à la demande de Jane jusqu'au lendemain. Yvonne s'attache à Jane. Ted profite d'une porte entrebâillée pour regarder le corps de Jane. Olivier est parvenu à acheter de la drogue pour le singe. Il apprend que ce soir aura lieu la fête des Lumières qui facilitera ou compliquera sa mission. Jane est encore perturbée par l'absence d'Olivier, ce qui fait amplifier son mal-être dû au manque. Elle demande une seconde piqûre, mais Yvonne ne cède pas. Après qu'Yvonne se soit couchée, Ted vient dans la chambre de Jane pour la droguer. En montant au temple, Olivier se rend compte qu'il se trompe et qu'il devrait être près de Jane. Il fait demi-tour. Ted entre dans la chambre et propose à Jane de la droguer. Il a déjà abusé de jeunes femmes de la même manière. Jane délire et a l'impression de voir Olivier. Ted commence à abuser d'elle. Olivier fonce avec sa moto, mais il a un accident avec une vache, ce qui le laisse un temps inconscient. Quand il rejoint Jane, il comprend qu'elle a été violée. Il sait que Ted est le coupable. Les 2 hommes se bagarrent. Jane passe par la fenêtre. Yvonne, réveillée par le bruit, comprend ce qu'il s'est passé. Olivier rejoint Jane qui est décédée. Olivier prend un sabre et se dirige vers Ted. Ted a un fusil entre les mains. C'est Yvonne qui tue Ted avec des coups de pistolet. Olivier s'évanouit avant d'avoir pu donner un coup de sabre au corps de Ted. Dehors, c'est la mousson. Olivier se réveille à l'hôpital. Son père est à ses côtés. Il reprend peu à peu des forces. Son père le transporte ensuite dans une maison. Son père lui dit que Ted a été reconnu coupable, qu'Yvonne a été expulsée et qu'il a pu obtenir qu'Olivier reste. Son père a repris l'affaire de Ted. Il propose à son fils de travailler ensemble. Yvonne attend Jacques en France, mais il se rend compte qu'il ne peut pas adhérer à son projet de champ de betteraves. Le corps de Jane a été brûlé. Olivier prend l'avion pour retourner à Paris afin de continuer ses études. Il descend à Delhi, il se rend à Palna car il espère revoir le village où travaillait Patrick et où la petite fille lui avait apporté un bol d'eau. Le territoire est inondé. Olivier meurt noyé. Ce roman fait se rencontrer diverses personnes. Il nous montre à quel point les individus sont reliés entre eux et souvent sans même qu'ils le sachent. Même s'il y a une myriade de personnages, les 2 principaux sont Jane et Olivier. Au début de l'histoire, ils ne se connaissent pas et n'habitent pas au même endroit. Ce sont les événements du hasard qui les font se rencontrer. Si Jane n'avait pas rencontré Sven, elle ne serait pas partie à Katmandou. Si Olivier n'avait pas si mal vécu les événements de mai 68 et s'il n'avait pas battu Mars, il ne serait pas parti pour Katmandou. Jane et Olivier ont des familles dysfonctionnelles. Jane a une relation étrange avec son père. Olivier vit avec sa grand-mère, il ne connaît pas son père et sa mère n'est que très peu présente. Jane et Olivier sont eux-mêmes dysfonctionnels. Jane se fait violer au début du roman, mais elle ne semble même pas s'en rendre compte.
Elle fait l'amour à Sven et à Harold de son plein gré, mais sans être amoureuse. Elle ne connaîtra l'amour qu'avec Olivier. Olivier est en colère contre le modèle français. Il aurait voulu tout renverser et reconstruire une société plus saine. Il ne supporte pas les gens qui se forcent à avoir quelque chose comme le fait sa mère avec Mars. Jane et Olivier viennent à Katmandou avec des objectifs différents. L'objectif d'Olivier est rationnel. Il veut retrouver son père pour récupérer la pension qu'il n'a que très peu versée. Olivier pense à obtenir le pouvoir en ayant de l'argent. Jane recherche à Katmandou la liberté et une société basée sur le partage. Ils sont tous les deux déçus par ce qu'ils vont y trouver. Olivier trouvera un père pauvre dont il ne peut pas recevoir de l'argent. Jane ne trouvera que la drogue qui la détruira. Le monde au Népal et le monde en France n'ont pas de différence. Le même air vicié y règne. Jacques et Ted tiennent une agence proposant des safaris, mais c'est Jacques qui tire sur les animaux à la place des clients et des poils ont été déposés pour faire croire aux touristes à la présence d'un yéti. Ted fait voler des statuettes pour les revendre ensuite. Ted profite des jeunes femmes en manque de drogue. Ceci fait écho à la scène du premier chapitre. Olivier se rend compte que personne n'aide personne. Ils ont quitté un monde pour trouver autre chose ailleurs, mais sur la Terre, c'est partout pareil. L'amour entre Olivier et Jane ne prendra pas le dessus. Olivier se sépare de Jane pour rencontrer son père afin d'avoir de l'argent. Jane se sépare d'Olivier pour la drogue. Olivier se sépare de Jane pour voler des statues afin de récupérer de l'argent. Les autres hippies venus eux aussi à Katmandou ont des recherches différentes et ne sont pas non plus comblés. Le roman nous les montre drogués, affamés, en manque d'argent et s'entassant dans des lieux surpeuplés et sales. Katmandou représente une sortie de route pour aller nulle part. La vie et la mort sont d'ailleurs mélangées l'une dans l'autre et ne donnent pas de limite précise. Jane et Olivier ne reviennent pas de leur voyage. Jane est décédée en se défenestrant et Olivier est mort en se noyant. Olivier, que l'on pouvait croire plus solide que Jane, est finalement rempli de fragilité. Plusieurs de leurs compagnons de route ont connu le même sort. Mathilde est morte après des coups de feu. Sven est décédé peut-être de maladie. Karl et Brigitte ont été tués sur le chemin. Ted a été tué par sa femme. Il s'accroupit près d'Olivier et posa la main sur son épaule pour le secouer. « Non, dit Jane, pas comme ça. » Sven retira sa main, se releva et regarda Jane qui allait vers les arbres et les buissons et commençait à cueillir des fleurs. Elle couvrit de fleurs la poitrine et le ventre d'Olivier. Elle s'en mit dans les cheveux et en mit dans les cheveux des garçons. Puis elle s'assit près d'Olivier, face à son visage et fit signe à Sven. Celui-ci s'assit à son tour et posa sa guitare sur ses genoux. Jane se mit à chanter, doucement, une ballade irlandaise, et Sven l'accompagnait de temps en temps d'un accord. Jane, peu à peu, chanta de plus en plus fort. Harold était assis à 2 pas, près du sac d'Olivier. Il trouvait que ça traînait. La musique et la douceur de la voix entrèrent dans Olivier, se mélangèrent à son sommeil, puis emplirent toute sa tête, et il n'y eut plus de place pour le sommeil. Il ouvrit les yeux et vit une fille couronnée de fleurs, qui lui souriait. Ses longs cheveux pendaient sur ses épaules comme une lumière et une ombre d'or roux.